L'humilité, quelque part, se retrouve en fait être le passage obligé. La vocation vient assez jeune, disait Eugène Cancelier. Pour la proportion qui avait été décrite par Eugène Cancelier, je me suis dit là c'est formidable, ça marche. Bon, l'alchimie, elle englobe énormément de domaines, donc je me sens tout profondément hermétiste, dans le sens de rattachement à la tradition d'Hermès, Hermès Trismégiste. Hermès le Trois Frères Grands, avec le Corpus Hermeticum qu'il nous a laissé. Ces textes viennent à peu près du 2e siècle avant notre ère, et l'enseignement se propagera directement dans le bassin méditerranéen jusqu'au 3e siècle de notre ère. C'est un enseignement gnostique extrêmement intéressant. Parallèlement à cela, il se trouve que je suis un ancien universitaire et que j'ai enseigné donc l'histoire des religions et que j'ai publié pas mal d'ouvrages sur l'histoire des religions. Parce que en réalité, l'alchimie se retrouve dans le cadre de toutes les religions, aussi bien les trois monothéismes, le judaïsme, le christianisme, l'islam, bien sûr, j'ai d'ailleurs consacré un ouvrage à cette question plus particulièrement, mais aussi et bien entendu aux religions orientales par les Indes, par la Chine, par des éléments que je dirais plus ésotériques encore qu'on va retrouver dans les tantras, et notamment dans le bouddhisme tantrique tibétain. Il y a une universalité en fait de l'alchimie. Déjà même dans la plus haute antiquité, c'est-à-dire chez les Égyptiens, même on pourrait remonter à Sumer aussi, parce qu'on a retrouvé des tas de choses intéressantes. On a retrouvé par exemple des vases en antimoine qui dataient du XVIe siècle avant notre ère. Et vous savez que par exemple Cléopâtre était une Ptolémée. Donc, voilà. Donc il y a eu une fusion aussi des mythes égyptiens et des mythes grecs. Ils sont extrêmement intéressants, notamment sur les voies opératives alchimiques au fourneau, mais en même temps sur des voies beaucoup plus internes, intériorisées. C'est-à-dire le travail de l'alchimiste qui va cultiver la pierre philosophale en lui, ce qu'on appelle les voies internes. Elle nous vient là directement d'Égypte et bon, peut-être même antérieurement, on pourrait peut-être faire allusion aussi à un continent disparu, n'est-ce pas? Voilà, pour ne pas le nommer. À partir du moment où on peut considérer que les Égyptiens sont dépositaires de cet enseignement, ils en ont fait profiter en fait leurs religionnaires, co-religionnaires si je puis dire. Oui, c'est parce que nous ne sommes pas tout à fait, nous ne sommes pas tout à fait les mêmes. Nous, on subit en fait, je dirais le joug quelque part du judéo-christianisme. C'est pas péjoratif ce que je veux signaler là, mais c'est qu'il y a des conceptions qui est très moralisantes en fait en Occident et qui nous a empêché finalement de voir les choses de la psychophysiologie qui est envisagée par exemple en Chine par le travail sur ce qu'ils appelaient le Neitan, c'est-à-dire en fait le travail sur l'intériorisation de l'alchimie, les voies internes qui pouvaient mener au corps de gloire. Parallèlement au Waitan, qui était le travail sur le cinabre, pour ne pas le nommer, qui était la matière favorite en fait, donc le sulfure de mercure, qui était on pourrait dire la materia prima en fait de leurs travaux alchimiques au fourneau. Mais attention, parce que quand les Chinois parlent de cinabre, il faut faire attention parce qu'on pense que c'est le minerai qu'on va tirer directement d'une mine de mercure, qui d'ailleurs va jaillir parfois comme les hindous l'appellent le sperme de Shiva, parce que en fait le mercure est tellement présent en fait dans le minerai qu'il affleure le minerai et parfois il est réalisé déjà sous forme métallique. Mais il contient de l'arsenic, il demande à être travaillé, enfin, etc., etc. Et en fait, c'est plus par une sorte de reconstitution d'un cinabre philosophal, on va dire, d'un cinabre alchimique, c'est là où se trouve la pilule d'immortalité. Alors comment l'alchimie, oui, est rentrée dans ma vie, ça c'est vrai que c'est assez curieux et voire même un peu surréaliste en fait l'histoire. C'est que suite à un rêve, alors j'étais évidemment très féru d'ésotérisme très tôt, déjà dans ma jeunesse, et puis même au lycée déjà ça commençait quoi. Et c'est vrai qu'à l'âge de 17 ans j'ai fait un rêve lucide, en même temps de clarté, et un rêve dont je n'ai pas eu besoin de noter en fait les éléments, et qui m'a amené directement le lendemain à ne plus être le même que la veille, et à me tourner vers l'alchimie. Voilà. Et là je me suis senti happé
par l'alchimie, et d'où le sens que ça a pu donner à ma vie était absolument extraordinaire. Ça m'a obligé en fait à changer un peu le cours des études que j'avais prévues. Ça a tout changé en fait. C'est-à-dire qu'en fait des sciences dures et pures, hein, de la physique, de la chimie, voire éventuellement, on pourrait dire de la physiologie aussi, parce que je me destinais peut-être à être médecin, etc. Et ça a tout changé du jour au lendemain. Et donc il a fallu que je donne un autre ton à mes études et que je me tourne davantage vers les sciences humaines. Voilà. Et alors en plus j'ai eu une chance inouïe, c'est-à-dire que tout s'ouvrait en fait. Bon, le contact avec Eugène Cancelier, je l'ai connu pendant ces dernières années finalement aussi. Ça m'a permis d'avancer très vite dans mes travaux, comme si je reprenais des travaux interrompus. Interrompus quand, hein? Là, le propos aussi redevient surréaliste, hein, dans une autre vie peut-être, si la réincarnation existe, enfin, etc., etc. Alors pour moi, l'alchimiste, c'est avant tout, un amateur, en fait, je dirais, de la nature, c'est dans le sens étymologique. Dans le mot amateur, c'est le mot amour. Donc c'est un amoureux de la nature. D'où d'ailleurs les planches allégoriques alchimiques avec Dame Nature, hein, qui est suivie par cet alchimiste qui est obligé de mettre des grosses lunettes avec une lanterne pour la suivre, parce que c'est pas facile au départ. Donc c'est redécouvrir en fait les secrets de la nature et prendre en fait ces secrets en leur redonnant la même valeur. D'ailleurs, nature, vous verrez dans tous mes ouvrages, en fait, nature est toujours exprimée avec un N majuscule. C'est une entité particulière. Dans le discours gnostique, et notamment donc le discours qui émane directement de la pensée en fait d'Hermès Trismégiste, en fait c'est, si vous voulez, vous avez le monde des dieux en haut, avec l'intellect divin, éclairé par le nous, l'esprit saint, et puis ensuite on a le monde de la nature, et il y a l'homme, il y a le règne de l'homme. Et en fait tout le parcours de l'alchimiste, c'est de comprendre ce qui se passe dans cet univers de la nature, qui est un univers finalement intermédiaire. Dans la nature, il faut qu'il retrouve les signatures, nous disait Paracelse, en fait divines, si bien au niveau des plantes, au niveau des minéraux, des métaux, etc., et qui nous permettent ensuite d'œuvrer intelligemment au fourneau. Voilà. Parce que c'est une règle que suivent les alchimistes. C'est-à-dire que quand ils accomplissent l'œuvre, en général, même parfois, ils sortent du monde. Mais moi, je sens plus, comme l'était mon maître, en fait, Eugène Cancelier, cette idée de transmettre, en fait, déjà des éléments d'où une école, d'où d'alchimie, enfin, etc. Mais en général, plus ils savent, plus ils vont changer éventuellement d'identité, ils vont partir à l'étranger, vont s'enfermer dans une caverne, etc. C'est pas simplement imaginaire, ça. C'est vrai, en général. Mais, sauf que quelques-uns ont mission, le mot mission est un peu fort, si vous voulez, mais en fait, ils sentent cet engagement en fait de transmission. Voilà. C'est Nicolas Valois qui disait la patience est l'échelle des philosophes, et l'humilité est la porte de leur jardin. Et c'est tout dire, parce que de toute façon, par nous-mêmes, on n'est rien dans cette histoire, hein, puisqu'en réalité, il y a l'idée de rattachement à une transcendance chez l'alchimiste, qu'elle ressurgisse d'une religion, d'une autre, d'un mouvement gnostique, etc. Il y a toujours l'idée du haut. Ce qui est en haut doit être comme ce qui est en bas, ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut, nous dit Hermès Trismégiste dans sa table d'émeraude. Et en fait, si vous voulez, il est logique que les racines soient toujours au ciel, quelque part. Enfin. Donc en réalité, il est dans un état d'humilité. Hein. C'est pas, il n'est pas surfait, c'est tout à fait une règle habituelle, de voir comme dans le Mutus Liber, le livre muet de l'alchimie, hein, qui est paru en 1677 à La Rochelle, là, que tout le monde connaît avec des gravures, en fait, puisque le livre est muet. Hein, on voit un couple, vous voyez, qui est à genoux, il en priait. En fait, auprès de l'Athanor, finalement, ils se retrouvent tous les deux en prière, en demandant finalement le miracle. Hein. Le miracle d'une seule chose, nous dit Hermès, qui est en fait l'accomplissement de l'œuvre. Donc il y a vraiment cette recherche de, comment dire, l'humilité, quelque part, est le chemin obligatoire, parce que de toute façon, par nous-mêmes, nous ne sommes rien dans cette idée. D'abord, il y a tous les adeptes qui nous ont précédés, hein, mais dans le terme étymologique d'adepte, adeptus, c'est-à-dire celui qui a accompli, celui qui a trouvé, celui qui possède la pierre, ils ont passé un temps infini à la bougie, dans des considérations peut-être de froid, avec une rigueur incroyable pour nous laisser des traités qui sont inintelligibles par ceux qui
qui ne s'adonnent pas à l'alchimie. Hein, et c'est eux quand même qui nous ont laissé en fait les textes majeurs, vous voyez, l'alchimie. En même temps, de toute façon, il y a des éclairs intuitifs qui permettent de mieux cerner les questions en fait, et d'arriver à trouver les solutions. Voilà, les véritables solutions. Et à ce moment-là, des étapes du grand œuvre. Sans compter qu'en plus, il existe des matières différentes pour parvenir au grand œuvre, il existe donc des voies différentes, voilà, et dont on peut donner une classification rapide. C'est-à-dire, il y a les voies sèches qui passent en fait par le creuset, hein, donc dans un fourneau qu'on appelle l'atanor, al-tanur, nous disent les Arabes. Et puis on a aussi le travail qui est beaucoup plus agréable en fait de la voie humide, hein, où dans un matras de verre, on verra peu à peu finalement se dérouler en fait l'ensemble des couleurs du pan. On est dans un domaine qui est quand même, je dirais, peu connu, et en même temps, c'est très aléatoire, en fait, parce qu'on peut aussi prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Hein, et alors là, évidemment, il est clair qu'il faut triompher de son ego, il faut... L'humilité, quelque part, se retrouve, en fait, être le passage obligé. Je ne connais pas d'être orgueilleux, ambitieux, d'une manière démesurée, qui soit parvenu à réaliser le grand œuvre. Ça n'existe pas. Et l'histoire nous démontre qu'effectivement, ça n'a jamais existé. Voilà. Ah, c'est-à-dire que pour commencer, en fait, il faut se booster, hein, si je puis me permettre ce barbarisme. En fait, il faut comprendre qu'il faut se mettre en selle, quoi. Voilà. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que nous sommes en plus des Occidentaux. Hein. On aime bien conceptualiser les choses. Donc on a l'impression que si on réalise le grand œuvre dans sa tête, bon, c'est un peu comme s'il était fait. Hein. Donc à un moment donné, il faut s'y mettre, quoi. Il faut aller chercher la matière dans les mines, il faut la travailler, il faut la dépouiller de sa gangue, donc il va falloir, les allégories sont là pour nous le démontrer, en fait il va falloir triompher du dragon, éventuellement faire jaillir le sang du dragon dans certaines voies, et utiliser en fait tous les éléments. Et la différence avec la chimie déjà commence là, c'est-à-dire que les scories d'un tel travail, eh bien, les chimistes la rejettent, parce que ce sont des scories. Alors que nous les utilisons. C'est le Phosphoreum, par exemple, parce qu'en réalité, dans le Caput Mortuum, donc qui est l'ensemble des scories après une fusion métallique, d'un sulfure, eh bien, on récupère en fait un soufre qui nous est extrêmement précieux. Vous comprenez? Et donc, il va y avoir des tas de choses. Mais de toute façon, toutes ces différences entre chimie et alchimie apparaîtront clairement au cours des différents travaux au fourneau. Parce que je regroupe dans mon école, en fait, il y a pas mal justement de scientifiques de très haut niveau, et notamment des agrégés de chimie, de physique, et en réalité, ils se rendent compte que le travail alchimique est beaucoup plus proche, finalement, d'un travail culinaire, si je puis me dire, hein, parce que en fait, c'est un super cuisinier, c'est un Bocuse, en fait, l'alchimiste qui réalise la pierre. Voilà. Parce qu'il y a des liants en fait en alchimie au fourneau, hein, dont on ne se débarrassera pas. On va aussi constituer des sauces, si je puis me permettre. Hein. Alors que la chimie, évidemment, ne s'y intéresse pas du tout. Elle a rejeté tout ça. Il y a eu cette espèce de basculement là au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, où les choses ne sont pas encore très claires. Mais en même temps, forcément, avec les découvertes justement de Lavoisier et après ses successeurs, on va rentrer vraiment dans un domaine qui sera beaucoup plus, je dirais, rationnel. Et c'est là où la chimie, évidemment, va exploser. Avec l'idée d'une approche très analytique des choses, en fait. On va savoir concrètement séparer, voilà, et c'est ce qui donnera plus tard naissance d'ailleurs au tableau de Mendeleïev, hein, de classification périodique des éléments. Voilà. Et ma toute première expérience alchimique, ça a été dans le domaine du végétal, où j'ai commencé, en suivant en fait les préceptes de Paracels, à essayer de travailler sur des plantes qui contenaient une petite toxicité, voire après plus importante, et voir comment l'alchimie pouvait en fait neutraliser cette toxicité et tirer finalement le meilleur de cette plante. Un peu comme si cette plante était un dragon, hein, dont il fallait tirer en fait la véritable quintessence. Alors je pense par exemple à l'équilidoine, qui était le fameux Donum Shelley, le don du ciel chez Paracels. Voilà, il y a quand même deux alcaloïdes qui posent un problème en fait. Bon, on arrive à neutraliser leur toxicité.
Il y avait aussi la digitale, avec la digitaline, enfin, etc. Évidemment, très vite, parce que j'étais déjà en train de spéculer beaucoup, hein, sur le grand œuvre à travers les ouvrages magistraux de Fulcanelli, à savoir le mystère des cathédrales et de l'art philosophal. Donc j'avais déjà, évidemment, je m'étais déjà forgé une opinion sur les travaux que je pourrais entreprendre. Donc je me suis mis très vite à ramasser la rosée. Et puis, alors ça a été la vraie expérience, on pourrait dire, alchimique, lié en fait cette fois-ci au minéral, hein, ce qu'on considère comme étant le hors-d'œuvre, ce qui précède finalement le grand œuvre, c'est la fameuse fabrication des sels dits canoniques, hein, qui sont issus plus ou moins directement et indirectement de la rosée. Et comme j'ai obtenu les résultats dans la proportion qui avait été décrite par Eugène Cancelier, je me suis dit là c'est formidable, quoi. Ça marche. Ça a été quelque chose qui m'a donné du baume au cœur, qui m'a donné envie de continuer. Et alors évidemment, très vite, parallèlement, j'avais un petit tatanor, j'ai commencé à chercher des creusets étant capable de résister aux hautes températures, en même temps assez solides, et donc qui subissaient très bien les chocs thermiques et les chocs mécaniques, hein, pour pouvoir commencer à travailler dedans avec un pur minerai que je faisais venir d'ailleurs des mines de la Lucette en Bretagne, enfin, etc. Et j'ai commencé là comme ça. Bon, j'avais un tout petit peu moins de 30 ans, quoi, voilà. Je devais avoir 27, 28 ans par là. Ah ben le jour où j'ai vu que ça marchait, déjà avec les sels, c'était formidable, quoi. Parce que celle-là, c'était vraiment la preuve par neuf que Eugène Cancelier n'avait pas menti. Et d'ailleurs, j'ai toujours expliqué que ce fameux livre muet, qu'il considérait comme étant le livre des sels, en majeure partie, bien qu'il y a d'autres parties du grand œuvre qui soient envisagées, mais la prévalence est donnée en fait à la préparation des sels. Et je le dis et je l'ai écrit souvent. Il dit Eugène Cancelier a su rendre parlant en fait ce livre muet, hein, puisque c'est le mutus liber, le livre muet. Parce que sans ces commentaires, c'est évident que je ne serais jamais parvenu en fait à extraire les sels. Alors évidemment, ces commentaires, attention, hein, c'est des commentaires, il faut suivre, hein, il faut comprendre ce qu'il veut dire. Il est mort en 82, je crois, ou en 83. Donc, si vous voulez, donc déjà, évidemment, les contacts s'étaient faits. Les contacts se sont faits quand j'étais encore spéculatif, étudiant, etc. Et d'ailleurs, la plus ancienne lettre qu'il m'est envoyée, elle date du 4 juillet 73. Donc, vous voyez que ça date pas d'hier. C'est des encouragements parce que je lui avais expliqué ma démarche, mon rêve en plus. Et comme Eugène Cancelier était très féru de surréalisme, hein, vous savez qu'il avait été adoubé par André Breton, qu'il avait parrainé d'ailleurs à la Société des gens de lettres, enfin. Et puis après qu'il lui a confié un travail, qu'il a réalisé d'ailleurs dans un des ouvrages de Breton, hein. On retrouve un chapitre en fait qui est signé Eugène Cancelier, donc c'est quand même extrêmement important. Il a tout de suite compris à quel point j'avais senti cette vocation. Et en fait, les choses se passaient du mieux. Alors possible, j'allais à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc il m'invitait à me rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle et disait, croyez, je vous en prie, finalement, c'est une bénédiction, quoi. Ma cordiale sympathie sur les traces de Nicolas Flamel et de Fulcanelli. Oui, c'était magnifique. Ah bah oui, ça m'a donné du punch, comme on peut dire, hein. Franchement, je n'avais qu'une envie, c'était... Parce que en plus, quand on est jeune, quand on reçoit ça, c'est quand même... C'est merveilleux, quoi. Alors, je sais pas, on peut jamais avoir tout testé, hein, parce qu'il y a une multitude en fait de bois alchimiques. Donc, ce serait un mensonge que de vous dire que j'ai exploré toutes les voies. J'ai exploré plusieurs voies, oui, dont des voies qui intègrent parfois un aspect voie humide et un aspect voie sèche aussi. Donc, pour vous donner quelques exemples, donc j'ai travaillé évidemment sur la boîte Fulcanelli, qui pour moi est le repère des repères, parce que l'élixir en plus est excellent. Donc j'ai travaillé aussi sur le cinabre, beaucoup. J'ai connu Roger Caro, etc. Mais le problème, j'avais beaucoup de respect, il était très aimable en plus. Mais il y avait dans cette boîte Caro, il y avait des écueils qui n'étaient pas uniquement la toxicité du mercure, mais qui étaient en fait la causticité du solvant du mercure, qui était en fait la potasse. Donc il a fallu que je trouve le moyen de me débarrasser de la potasse et de faire jaillir le sang du dragon par d'autres voies. Et là, en fait, ce qui m'a rendu énormément service, c'est le travail sur les Rasayana indiens et le travail sur que les écoles chinoises, en fait, fournissaient pour réaliser leur pilule de cinabre, à partir du cinabre, minéral. Et puis d'autres voies encore. Paracels avait donné le testament d'or. Bon, là, il y a des clés.
extrêmement intéressante. Il y a ce que j'ai appelé la voie des Rose-Croix parce que elle se rattache en fait à cette voie qui est évoquée très rapidement dans l'ouvrage par Montfaucon de Villars, Entretien sur les sciences secrètes, le comte de Gabalis, etc. Très intéressante, cette voie, elle donne des résultats intéressants, mais l'élixir, bon, n'est pas d'une qualité, mais c'est quand même un bon cordial, et puis quelques autres voies. Ah oui, si Dieu me donne l'autorisation et la possibilité, volontiers. Moi, je suis d'accord, parce que l'alchimie est toute ma vie. Donc, parce que finalement, à travers même ma quête des religions, en fait, ce que je cherchais, c'était la gnose, en fait, la connaissance, hein, qui se trouvait en fait à l'intérieur de ces religions. Donc, ce qui m'a intéressé aussi, forcément, c'est les mouvements dits hétérodoxes rattachés à ces religions. Hein, c'est-à-dire ceux, les pauvres, qui ont vécu des fois l'enfer, parce que on considérait qu'ils n'étaient pas, qu'ils suivaient pas le dogme, comme voilà. Et là, on voit des, comment dire, des mouvements, je peux dire, extrêmement intéressants sur le plan ésotérique et sur le plan mystique et sur le plan philosophique. Quand on voit qu'il y a des textes, moi je les ai vus, je les ai eus en main, enfin des textes qui datent du 2 au 3e siècle avant notre ère, en Chine, sur des préoccupations que les alchimistes occidentaux ont. Et à la limite, sans qu'on puisse imaginer peut-être un contact entre les deux. Donc il y a bien quelque part une tradition alchimique qui a été transmise. Ah, il est intrinsèquement lié à la pierre philosophale parce que le vrai but, en fait, ce n'est pas de faire de l'or, mais c'est d'obtenir son propre corps de gloire. À l'aide de Dieu, si je puis dire, aussi. Hein. Et donc des travaux avec des exercices très particuliers qui permettent en fait d'élaborer en réalité ce corps de gloire. Alors ça, on retrouve très nettement cette préoccupation décrite dans les textes chinois, par exemple, hein, dans les textes indiens. Dans le tantrisme, on y fait un petit peu allusion, quoi qu'on y conduise véritablement, et notamment dans le tantrisme bouddhique tibétain. Et il y a des éléments qui sont très très fiables. Et alors nous, évidemment, ça a été davantage caché, toujours pareil, parce que on subit le joug de ce dogmatisme judéo-chrétien, bien que saint Paul y fasse allusion. C'est le terme en latin ore gloriae, le corps de gloire. Hein. Il y fait souvent allusion. Dans sa première épître aux Corinthiens, il y revient. Et puis on peut se poser des questions, évidemment, sur la résurrection du Christ. Est-ce que Christ est revenu dans son corps de chair, ou déjà dans un corps de gloire en préparation, puisqu'il dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas, et qu'il lui dit surtout, il ajoute, je ne suis pas encore remonté vers le Père. Quoi. Voilà. Donc entre la résurrection et l'ascension. Hein. Donc ce sont des éléments qui sont fondamentaux. Et nous, en Occident, comme on disait tout à l'heure, Occident, mais en fait, c'est le bassin méditerranéen, donc on aborde déjà le Proche-Orient, on a, grâce à des éléments qui ont été très occultés en Égypte, en Grèce, un petit peu aussi chez les Celtes, hein, on a en fait, si vous voulez, déjà, non seulement la notion de corps de gloire, mais le travail pour la réalisation de ces corps de gloire. Et donc j'ai écrit là-dessus, j'ai publié un certain nombre de choses. L'alchimiste est devenu adepte qui possède la pierre philosophale. Il se retrouve dans la même condition que les Chinois qui disent on prend une pilule de cinabre tous les jours et en même temps on fabrique notre cinabre intérieur. Vous voyez? Donc exercice des voies internes pour la formation du corps de gloire et en même temps on prend quelque chose, une aide externe. Hein, parce que en fait, l'élixir de longue vie, en fait, qu'on appelle aussi or potable, hein, puisque c'est en fait le rouge qui est devenu doré, en fait, le rouge de la pierre qui devient doré, avec or ou sans or d'ailleurs. Hein, attention, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Hein. L'orum potabile, l'or potable, il permet d'ouvrir en fait les centres énergétiques, et notamment ce qu'on appelle les chakras du haut, en fait, à savoir l'ajna chakra et sahasrara chakra. Donc il ouvre un peu les portes du ciel. Et donc une méditation avec l'or potable peut déjà nous mettre dans un état favorable pour continuer à travailler avec des exercices de voies internes. Voilà. Donc en fait les deux vont de pair, les deux s'accompagnent. Mais on peut très bien envisager un travail unique sur les voies internes. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Chine à partir de l'an 1000. À partir de l'an 1000, en Chine, on a donné une prévalence quelque part au Neitan, c'est-à-dire aux voies internes. Enfin, il y avait toujours des alchimistes quand même cachés quelque part qui continuaient à travailler sur le cinabre minéral, bien entendu.
Alors, il faut commencer par l'alchimie, déjà par appréhender le végétal, hein, parce que ça permet, à travers une étude qui n'est pas, trop complexe au niveau matériel, et c'est beaucoup moins risqué de commencer par le végétal. Voilà. Donc, dans ma formation, en réalité, on commence par le végétal. Mais on essaie d'explorer, tous les domaines du végétal. D'où l'intitulé de mon stage, tout sur le végétal. C'est vrai que ça paraît un peu ambitieux, hein, mais il y a en fait des éléments extrêmement intéressants. Et il y a juste, en même temps, à la fin du stage, un pont par la volatilisation des sels des végétaux. Il y a en fait un pont qui nous mène à envisager le problème du minéral. Déjà du minéral, hein, pas du métallique. Et ensuite, évidemment, le métallique, hein, avec une approche à travers... je trouve que l'enseignement de Basile Valentin est quand même très très intéressant. Et il a écrit un ouvrage, par exemple, sur l'antimoine, le char triomphal de l'antimoine, qui est remarquable, où on voit toutes les vertus thérapeutiques de l'antimoine, et qui termine par la pierre de feu, qui n'est pas la pierre philosophale, mais qui est déjà extrêmement intéressante. C'est l'approche du laboratoire. Je m'astreins à faire à peu près une fois par mois un séminaire, donc dans le cadre des différents enseignements, hein, donc avec un suivi. Et alors j'annonce évidemment ces séminaires, la plupart du temps donc sur mon site internet, et alchimie-mundi.com, et en même temps sur Facebook. Voilà. Mais il est évident que, par exemple, pour un enseignement gradué, si on est à la 2e étape de l'enseignement, ou la 3e, etc., je ne mentionne pas, bien sûr, ni sur Internet, ni sur Facebook, parce que si on n'a pas fait le premier, voilà comment les choses s'organisent. C'est pour ça que c'est pas forcément évident, pour celui qui essaye de suivre un petit peu nos activités, de voir qu'en fait, tous les mois, il y a un séminaire. Ah oui, j'ai écrit une trentaine de livres qui sont traduits d'ailleurs en plusieurs langues, et je conseillerais en fait à tout étudiant d'alchimie de commencer par celui qui est réédité constamment depuis 25 ans, peut-être, ça ne nous rajeunit pas tout ça, et qui s'intitule « Alchimie science et mystique ». Voilà, parce que j'ai pu l'augmenter, j'ai pu l'agrémenter, D'ailleurs, dans cette dernière édition, en fait, il y a des tas d'éléments sur les bois externes et sur les bois internes. Voilà, ça aussi, je pense que c'est appréciable. Alors pour ceux qui, évidemment, veulent pousser l'investigation plus loin, qui déjà ont mis la main au fourneau, ou vont le faire, voilà. Donc il y a un livre essentiellement pratique, qui devient une sorte de vadémécum, qui s'intitule en fait « Pratique de l'œuvre alchimique », hein, végétale, minérale, métallique. Là, en fait, c'est des photos qui sont extraites du travail au laboratoire, et évidemment, les photos sont tout à fait authentiques. Hein. Je veux dire, il n'y a pas eu de... Photoshop n'est pas intervenu, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des recettes ? Alors, c'est pas des recettes, hein, c'est le dévoilement même déjà de certains éléments qui sont occultés dans les ouvrages d'alchimie des anciens. Et donc, en fait, j'essaye de décrypter tout ça, et je donne des tas d'éléments, ce qui fait que ça devient... Normalement, ça devrait être le livre de chevet de l'opératif. Lors des séminaires que j'organise ici, des séminaires pratiques, en fait, j'engage les étudiants en fait, à avoir toujours ça sous la main. En plus des notes qu'ils ont prises pendant éventuellement des photos, etc. À condition que ça reste personnel, évidemment, pour eux. Mais le livre est toujours un excellent repère. Et après, s'ils sont perdus, évidemment, j'essaye de faire le service après stage. Et donc, alors il y a cet ouvrage également que je signalerai, parce que j'ai écrit plusieurs ouvrages sur Paracels, mais pour tous ceux qui éventuellement ont déjà lu un de mes livres sur Paracels, ce n'est pas une redite, hein, je les rassure. Hein. Je les rassure, c'est une sorte de somme, hein, Paracels, et donc ça c'est mon dernier livre. Hein, c'est Paracels ou la lumière de la nature, puisque Paracels se disait... Il est une lumière qui luit beaucoup plus que la lumière du soleil, c'est la lumière de la nature, et dans cette lumière, les choses invisibles deviennent visibles. Voilà. Là, c'est tout un programme. Modestie oblige, ça me gêne un petit peu, mais je suis obligé quand même de vous dire que, en tant qu'universitaire, j'avais été sélectionné pour représenter Paracels dans le milieu universitaire et dans les expositions qui ont eu lieu suite à son 500e anniversaire de sa mort, donc en 1993, ça aussi ça date un petit peu, et donc Lucien Braun, quand l'université Lucien Braun était à Strasbourg, moi j'étais à Lausanne, hein, en Suisse, où effectivement je participais à cette exposition, et donc j'ai fait un certain nombre d'exposés sur Paracels.
J'ai beaucoup d'affinités, évidemment, avec Paracelse et Basile Valentin, voilà, dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc je ne saurais que recommander cet ouvrage, voilà. Paracelse sous la lumière de la nature. Oui, alors ça, c'est juste pour faire un petit clin d'œil, si vous voulez, puisque, en fait, j'ai publié beaucoup d'ouvrages aussi sur l'histoire des religions. J'ai écrit sur les religions monothéistes particulièrement aussi. Mais ça, c'est en fait une somme, en fait. C'est la somme de tous mes cours que j'ai donnés dans des universités sur l'histoire des religions. Mais c'est une histoire qui, effectivement, fait référence à des éléments parfois un peu occultés par les historiens, habituellement, sur l'histoire des religions. Voilà. Et alors, en même temps, bien sûr, là, on fait un petit tour dans l'Antiquité, parce qu'on a parlé d'Hermès tout à l'heure, on a parlé de la tradition égyptienne, et évidemment, la tradition grecque, voilà. Éventuellement Sumer aussi, bien sûr, voilà. Alors c'est de l'hermétisme, et en même temps, c'est intéressant, parce que de temps en temps, j'ouvre en fait des petites lucarnes, en fait, pour on voit vraiment le côté extrêmement ésotérique, en fait, qui se rapproche du caractère alchimique, oui. Donc c'est aussi des ouvrages d'hermétisme, oui. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que, par exemple, ce que j'écris sur l'alchimie chinoise, ici, dans l'alchimie sciences et mystique, va être complété par d'autres textes, qui seront en même temps propres au taoïsme, etc., mais avec des préoccupations alchimiques, dans ce livre général sur l'histoire des religions. Donc, il y a une complémentarité, c'est ça. Il ne faut jamais penser que je m'amuse à rééditer les livres comme ça, simplement, voilà. Et même les ouvrages sur le Graal, le premier était paru chez Robert Laffont, là, c'est les éditions du Rocher. Bon, il y a quand même matière à s'interroger sur... là, c'est le Graal, histoire et symbole. Bon, ce n'est pas une réédition du livre chez Robert Laffont, voilà. Il y a aussi des compléments. J'ai écrit sur le Graal d'autres livres, enfin, voilà, celui-ci notamment, Le Sacre du Graal, qui était paru aux éditions de Becky. Je me suis aperçu d'ailleurs que même pas mal d'étudiants l'utilisaient. Là, il y a davantage, par exemple, les textes du Graal, voilà. Alors que là, on est déjà dans l'analyse de ces textes, donc c'est un petit peu différent. Après, il y a le Béaba du Graal, enfin bon, bref, il y a des tas de choses. Ben, c'est-à-dire que, en fait, avec l'alchimie, c'est jamais fini, déjà, voilà. Ça, c'est extrêmement important. On n'en aura jamais fait le tour. Et que je pense qu'il convient de plus en plus de témoigner de cette science qui est une science, mais qui est aussi une philosophie, qui est aussi, une mystique, d'où le titre de mes ouvrages, mais mystique dans le sens d'opérativité. C'est ça qui est intéressant, je crois. C'est l'alliance, en fait, de la philosophie, d'une philosophie spéculative, avec le travail sur soi et au fourneau. Parce que, chose que nous n'avons pas abordée tout à l'heure, peut-être, c'est qu'à un moment donné, notre matière va devenir un véritable miroir. D'ailleurs, la tige, qui sera au-dessus du creuset, se reflètera dans ce miroir. Et donc, c'est intéressant parce que, au fur et à mesure de son évolution, l'être a besoin aussi d'avoir des repères. Et donc, ces repères, il les a par le miroir de l'art, quelque part. Et la phrase qui me paraît la plus essentielle en ce sens, c'est celle que nous donnera Paracelse, quand il dit « Nul ne transmute aucune matière s'il ne s'est transmuté lui-même ». Voilà. La nature, avec un N majuscule, en fait, c'est une entité qu'il faut explorer avec beaucoup de respect et d'amour. Elle n'est plus simplement un objet d'exploitation. Elle n'est surtout pas un objet d'exploitation. Et elle a beaucoup de choses à nous enseigner par elle-même. D'où à nouveau ce retour à l'humilité. Voilà. L'humilité, donc, qui est cette qualité qui sied forcément au cheminement alchimique.